On vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre premier événement conférence Cité des Congrès sur la thématique RSE. Je remercie tout particulièrement les intervenants qui sont venus de loin, comme Rémi Roche de GL Events Venues, donc, qui est basé à Lyon et qui est notre référent RSE sur les sites Venues de GL Events. Camille, donc, qui fait partie de l'équipe, Camille Philippot, que pas mal de gens connaissent. Céline Simon, donc GL Events Live, donc organisation des grands événements sur la métropole lilloise et sur la région. Et bien sûr, Maxime François, qui va être notre animateur, donc Hippocampe, et qui est aussi l'organisateur de Comme en Or. Merci Delphine, merci. Il me semble qu'on a une petite vidéo avec Michael. Non, il sera pas là. Très bien. Ben, on est bien entre nous aussi et on remercie tous ceux qui sont venus ce matin. Effectivement, on s'attelle à un sujet qui est prégnant dans nos métiers. Après la transformation digitale depuis 20 ans, je pense que c'est le grand sujet de la transformation de nos métiers, des pratiques, des formations aussi pour nos collaborateurs, et puis surtout un enjeu important pour nos différents clients, quel que soit, et c'est un petit peu la promesse de l'exposé de ce matin, entre guillemets, ou en tout cas du tour des expertises qu'on va réaliser, on va se rendre compte que quel que soit finalement le type d'événement qu'on organise, eh bien, on a la possibilité de tendre vers des pratiques plus vertueuses. Alors, simplement en introduction, quand même préciser avant qu'on aille investir pleinement le sujet, on se rend bien compte aujourd'hui, il suffit d'allumer la télévision, la radio, que les discours, les allégations environnementales sont pléthoriques, elles sont constantes, et que d'ailleurs, il y a des choses qui se mettent en place même au niveau légal pour le greenwashing, parce qu'en fait, faire des allégations en termes environnementaux, par exemple, se prévaloir de choses qui sont légales, réglementaires, je pense notamment par exemple aux couverts, au plastique à usage unique, etc. Eh bien en fait, c'est le minimum légal qu'on puisse faire. Et en réalité, nos métiers, ils sont complètement traversés par des nouvelles pratiques et on avance au fur et à mesure par la stratégie souvent des petits pas, mais avec un vrai souci, non pas seulement de l'environnement et de l'écologie, mais de la RSE plus globalement. Juste un mot, moi j'aime bien aussi replacer un petit peu le débat aussi sur cet angle-là. On sera sûrement la première génération à devoir justifier de la légitimité, de l'intérêt et de l'utilité de la tenue des événements, qui en tant que tels peuvent être aussi remises en cause sur leur côté énergivore, le côté polluant, le côté qui entraîne des déplacements, etc. Donc on va s'atteler ce matin à investiguer les différentes solutions qu'on peut avoir dans nos événements. Mais tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas un sujet de communication, c'est un sujet organisationnel, même managérial. C'est un sujet de formation et de pratique professionnelle. Je suis content parce que avec Madame Philippot qu'on a avec nous, on a une référente RSE qui est dans la pratique de son métier, puisque chargée d'affaires, elle accompagne des clients au fur et à mesure de leur développement d'événements. On a quelquefois cette fonction RSE qui est rattachée à la communication. C'est pas en soi un problème, mais je tiens juste à dire que ce n'est pas un sujet de communication, mais bien un sujet organisationnel, un sujet managérial et un sujet de pratique professionnelle. Pourquoi première génération à le devoir? Parce que, et j'aime bien citer cette anecdote, quand on l'a préparée,
on en a échangé et ça nous a paru un clin d'œil intéressant à partager. Quelqu'un qu'on connaît bien ici autour de la table, une agence événementielle lilloise qui m'expliquait il n'y a pas longtemps que son dirigeant, un de ses clients très, très fidèle, un dirigeant d'entreprise du retail, pour pas citer son nom, dans la région, lui demandait de lui prévoir un séminaire puisque son CODIR avait atteint ses objectifs pour l'année et qu'il avait besoin de les remercier, de les récompenser, etc. Et il lui dit, bien sûr, comme c'est souvent le cas dans nos métiers, c'est pour la semaine prochaine. Hein, mais tu te souviens, la dernière fois, on n'était pas allé à Malte, et puis moi j'aime toujours bien les Baléares. Ça serait bien que tu nous fasses un petit truc pour la semaine prochaine, c'est jeudi, hein, mon codir. Donc, bon, au-delà des délais de plus en plus compressés auxquels on a affaire, elle prépare bien sûr la proposition avec les Baléares, avec Malte comme demandé. Et elle lui ajoute, bah tiens, on a aussi poussé une autre proposition. Tu verras, c'est un peu étonnant, mais il faut me faire confiance parce que c'est vraiment quelque chose de sympa. J'ai des super de retours de cette destination, cet hébergement insolite. Ça permet de se déconnecter. C'est en baie de Somme. En baie de Somme. Le dirigeant a répondu à cela. Bon, c'est une récompense quand même. Donc, la baie de Somme, si tu nous regardes, c'est un peu embêtant, mais c'est souvent des fausses idées, parce que quand on va en baie de Somme, on se rend compte de la beauté du paysage et de ce que peut offrir ce territoire. Tout ça pour vous dire qu'il a présenté dans son CODIR les deux premières solutions en disant ben voilà, vous avez le choix entre ces deux destinations très festives, etc. Et là, levée de bouclier du CODIR qui dit mais attends, on a atteint nos objectifs, dont certains d'ailleurs, économie circulaire, seconde main, etc. Et là, pour nous remercier d'avoir bien atteint nos objectifs, notamment dans le développement de notre politique RSE, tu nous payes un baril de pétrole pour aller à Malte, faire l'aller-retour pour 3 jours. Assez gêné, il a répondu bah, écoutez, il y a aussi une troisième proposition, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Et là, adhésion générale de la part des membres du CODIR pour dire ah mais c'est génial, on va aller en baie de Somme et on va même y aller sans portable, on se lance le défi, comme ça on parlera encore mieux entre nous et ça sera un vrai séminaire. Au-delà du côté déconnexion et du côté tourisme d'affaires de proximité qui, je pense, va s'imposer dans les prochaines années, moi, ce que je retiens dans tout ça, et c'est pour ça que je disais que c'était pas du tout un sujet de communication, à mon sens, c'est que on a une logique où ce n'est plus seulement non plus une affaire de quelques ONG radicales qui pourraient nous dire ah, vous vous rendez compte, les événements, comme on le disait un peu, c'est Coluche qui disait ça à propos des bagnoles, ça pue, ça pollue et ça rend con. Certains commencent à nous dire que les événements, c'est compliqué, que ça pollue, que ça fait beaucoup d'énergie, et finalement, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi pas le faire dans le métaverse, alors que bon, il y a aussi beaucoup de pollution dans le numérique. Tout ça pour vous dire qu'en fait, maintenant, le questionnement, eh bien, il peut venir à la fois de vos clients, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs, finalement de toutes vos parties prenantes. Et c'est quelque chose qui devient constant et prégnant. Le collaborateur s'octroie, et d'autant plus dans les nouvelles générations qui ont la parole un peu plus libérée, s'octroie bien sûr le droit de questionner sa direction, son management, son chef, sa chef d'entreprise, pour l'interroger sur le bien fondé d'une pratique, d'un voyage d'affaires, d'un événement, d'une célébration, d'une fête de Noël, quel que soit le type d'événement. Ça nous renvoie donc à une responsabilité et une forme d'exigence permanente qui, bien sûr, sur les aspects environnementaux, écologiques, nous place face à nos responsabilités, mais qui, en plus, à mon sens, développe un besoin
et les grands événements sont assez précurseurs dans ce domaine. La Coupe du Monde de rugby, sur lequel travaille beaucoup GL Evans, mais aussi les Jeux Olympiques qui se sont fait une vraie raison d'être là-dessus. C'est de développer un impact positif. On parle quelquefois aussi d'héritage, mais d'un impact positif de l'événement. Et ça, que ce soit sur... on parlera des critères ESG, etc. tout à l'heure, mais sur les 3 grands piliers finalement du développement durable, à savoir l'environnement, le social, mais aussi l'économique et sa gouvernance. C'est par exemple se dire qu'un événement comme la Coupe du Monde de rugby, il doit permettre de développer la pratique sportive en entreprise, il doit permettre de développer les structures associatives du rugby sur les territoires, qui doit permettre de former un certain nombre de jeunes au métier de l'événementiel, donc formation, inclusion, diversité, développement d'un certain nombre de politiques d'intérêt général, de politique publique finalement. Et c'est ce qui nous intéresse aussi. Et c'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui à la cité des congrès, parce qu'effectivement les congrès, les événements, ça a un rôle à jouer dans la cité d'une manière générale. Sans vouloir être trop long, ça me paraissait intéressant de replacer un petit peu ce contexte, ce cadre qui est préliminaire à notre réflexion de ce matin, parce que tous les acteurs qui seront autour de la table aujourd'hui vont nous expliquer comment eux-mêmes, dans leurs fonctions, dans leurs expertises, ils contribuent à tendre vers des pratiques plus vertueuses. Et donc, j'ai le plaisir de quand même de présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, d'avoir bien sûr Delphine Verdaven avec nous, directrice de la Cité des Congrès. Camille, j'en ai déjà parlé, Camille Philippot, qui a un rôle important ici de référente RSE et en même temps de chargé de projet et de développement d'affaires. Céline Simon, qui est sur un métier très spécifique en tant que tel, un des grands métiers de GL Events, GL Events Live, avec toutes les logiques d'installation générale, de mobilier, de scénographie. On en parlera parce que c'est aussi des métiers dans lesquels on peut imaginer qu'il y a des consommations de matières premières, etc., etc. Et on verra qu'il y a des choses qui bougent, hein, qui commencent à se mettre en place. Et puis, celui qui a fait un petit peu de route pour venir jusqu'à nous ce matin et qu'on remercie vivement, Rémi Roche, qui est responsable au sein du siège de GL Events, donc basé à Lyon, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est en charge d'une bonne partie des dossiers RSE chez GL Events. Rémi, est-ce qu'on peut commencer par vous et que vous nous expliquiez un petit peu votre rôle dans le groupe, les missions et les leviers sur lesquels vous travaillez au quotidien? Oui. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors je me présente, oui, Rémi Roche, je suis responsable RSE pour le groupe GL Events depuis presque 10 ans. Alors, petit rappel que je vous expose. À la base, j'ai une formation en urbanisme. J'ai travaillé en collectivité territoriale pendant 3-4 ans sur un poste de chargé de mission développement durable. J'ai repris mes études sur Lyon en suivant une formation de qualité, hygiène, sécurité, environnement et RSE la seconde année de master. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe GL Events. À la base, comme tu l'as dit Maxime, le service RSE du groupe GL Events s'est constitué grâce à des opportunités marketing-communication. On va se le dire très clairement. Ça a été ça fin des années 2000. Et puis, le service s'est solidifié, s'est staffé à partir des début des années 2010. C'est la loi Grenelle de l'environnement qui a imposé aux sociétés cotées en bourse d'établir un reporting extra-financier, donc un rapport RSE annuellement. Et donc ça, c'est un peu les bases des démarches RSE en entreprise. Jusqu'au décret tertiaire même, c'est pour certaines choses? Alors le décret tertiaire, là, plus récemment, sur les économies d'énergie, mais vraiment la base de notre service RSE, c'est le point de départ de toute entreprise, c'est souvent la loi Grenelle de l'environnement de 2012.
Aujourd'hui, le service RSE de GL Events, c'est 4-5 personnes. Je suis rattaché à la directrice RSE du groupe depuis plusieurs années, mais donc la personne qui est directrice RSE du groupe GL Events, Audrey Chavancy, est en poste depuis 1 an, mais elle avait la direction des risques. Et elle a toujours d'ailleurs la direction des risques, ce qui m'amène à dire que une des premières approches d'une démarche RSE, c'est aussi une approche par les risques. Je dis souvent que les données d'entrée d'une démarche RSE, il y a deux approches complémentaires. Les deux données d'entrée, ce sont les risques environnementaux et sociaux de l'entreprise que l'on doit évaluer et les attentes et besoins de nos parties prenantes, dont nos clients. Et ce sont ces deux données d'entrée en fait, qui établissent la stratégie RSE de l'entreprise. Et donc, pour GL Events, on a déterminé 3 grands enjeux sur la base des risques en fait, qui ont été évalués et des attentes et besoins des clients. Le premier, c'est la réduction de l'empreinte carbone du groupe. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous demandent de réaliser un bilan carbone. Ils ne savent pas forcément pourquoi, mais donc nous, on est là pour leur expliquer. Et en effet, c'est très important. Dans le cadre de cette premier enjeu de réduire l'empreinte carbone du groupe, on a différents objectifs auxquels on doit répondre. Le premier, c'est de réduire notre consommation d'énergie. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le groupe GL Events, je rembobine un petit peu, c'est une filière événementielle à part entière. C'est-à-dire qu'on est séparé en 3 grands pôles. GL Events Live, dont Céline fait partie, où on est prestataire de services, donc c'est-à-dire qu'on peut délivrer n'importe quel équipement pour équiper n'importe quel événement. GL Events Exhibitions, on est organisateur d'événements. C'est le cas d'événements comme le CIRA, qui est le plus important du groupe, un salon alimentaire international. Ça peut être Equita, ça peut être Première Vision, salon du textile. Donc là, on est purement organisateur d'événements. Et le 3e pôle en fait, de GL Events, c'est GL Events Venues, où on est exploitant de centres de congrès et parcs expositions. C'est le cas comme ici à la Cité des Congrès de Valenciennes. À Singapour, à Brasilia. Alors en effet, on a une quarantaine en France et une quarantaine à l'étranger. Et globalement, on a sur ces 3 pôles-là les mêmes enjeux RSE, mais on n'a pas forcément les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'en fonction des métiers, alors j'y viendrai après plus tard, mais sur l'économie circulaire, on a un enjeu global à l'échelle du groupe, mais on a des objectifs d'éco-conception chez GL Events Live, éco-conception de produits, alors que chez GL Events Venues, on a plus des objectifs relatifs au tri et à la valorisation des déchets. Donc voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a ces 3 grands enjeux, réduction de l'empreinte carbone, développer l'économie circulaire et développer les territoires et la diversité au sein de l'organisation, qui sont les mêmes pour les 3 pôles du groupe, mais ensuite on a des objectifs qui sont définis en fonction qui sont différents en fonction des pôles. Avec la responsabilité d'un leader de marché, puisque je rappelle, numéro 1 mondial de l'événementiel, 1 milliard, je pense que ça pèse 1 milliard de chiffre d'affaires annuel. Alors oui, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Alors c'est intéressant qu'en effet tu insistes sur ces points. L'événementiel est un secteur d'activité très large. Moi, je suis basé au siège social d'un groupe coté, en effet, qui fait 1,3 milliard. Donc, je ne suis pas directement concerné par les activités opérationnelles, même si on développe une stratégie nationale et internationale au niveau RSE, à la demande de nos parties prenantes et à la demande aussi de notre chef d'entreprise, Olivier Ginon, pour ne pas le citer. Et donc moi, j'interviens à l'échelle du groupe, mais je suis basé vraiment au siège social. Donc voilà, comme on en parlait la dernière fois, il y a beaucoup de traitements de données pour mesurer à la base en fait notre performance extra-financière. Ce qui est un petit peu la base d'une démarche RSE, c'est de savoir d'où on part en fait et de connaître nos données. Donc voilà les 3 grands enjeux du groupe. Donc sur le premier enjeu, en effet, donc on a un objectif de réduire notre consommation d'énergie. Donc ça passe par un management de l'énergie de nos bâtiments, que ce soit de nos parcs expo, centres de congrès, mais aussi de nos entrepôts logistiques. Donc ça passe par des bâtiments qui sont équipés de gestion technique centralisée, d'équipements de domotique, etc. Ça passe par des plans d'investissement sur de l'éclairage LED et ça passe par tout type d'investissement en fait, d'économie d'énergie.
Alors nous, on a une petite particularité chez GL Events Venues. En fait, on n'est pas propriétaire des bâtiments, on est simplement concessionnaire. Donc on a des contrats avec la collectivité d'Élégante, qui est aussi notre premier client et qui a des attentes vis-à-vis de notre démarche RSE. Bien sûr. Et des transports et de la mobilité des Et des personnes. transports et de la mobilité Ouais. des personnes, en effet, sur le dernier point de notre enjeu empreinte carbone, donc inciter à ce que nos visiteurs, nos parties prenantes puissent se déplacer grâce à Delphine, des quand on transports de voit, mobilité quand on voit douce. ça, on passe du PowerPoint à la réalité. De quelle manière, quand on est à la Cité des Congrès de Valenciennes, cette logique de transport, de mobilité, d'énergie, on l'a en tête au quotidien, parce qu'acheminer, on n'est pas en plein centre-ville comme d'autres centres des congrès. C'est un sujet. Alors nous, sur le bâtiment de la Cité des Congrès, on a quand même de la chance parce que c'est un bâtiment récent, donc qui est très vertueux déjà au niveau de tout ce qui est démarche RSE. Donc ça, Camille abordera le sujet après. Et ensuite, on a un outil de pilotage de tout ce qui est fluide qui nous aide beaucoup à savoir à l'instant T quelle température fait dans chaque salle, hein, pour pas trop en mettre ou pas en mettre assez pour que le client retrouve quand même son confort dans nos espaces. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a un équipement neuf qui est quand même bien équipé pour gérer toutes ces solutions et pouvoir adhérer complètement à la politique du groupe, à baisser ces coûts d'énergie qui nous impactent complètement depuis le début de l'année, en fait, même depuis 2022. Et inciter, j'allais dire presque, quels que soient les dossiers, les typologies d'événements, à, Après, c'est vrai que à une accessibilité voilà. plutôt Après, douce. Ouais. d'où un peu cette conférence. C'est vrai que nous, par rapport à notre activité d'accompagner nos clients dans l'organisation de leur événement, on retrouve de plus en plus dans les dossiers ce besoin de justifier cette démarche RSE. Donc au niveau de la mobilité, donc on a notre prestataire est là, Transville, Charlotte. Donc on a le tram qui est juste en face. Donc on est à 2 arrêts de tram de la gare de Valenciennes. Donc ça c'est un plus quand même sur tout ce qui est gros événements comme les congrès ou les conventions nationales. Et après, avec l'aide de nos partenaires, l'Office du tourisme et la Team VA, comme on la nomme, avec tous les partenaires locaux de l'événementiel sur Valenciennes, sur chaque dossier, on aborde parce que le plus gros enjeu, c'est quand même le déplacement des participants aux événements, en fait. Donc, avec un pôle mobilité qu'on essaie à chaque fois de mettre en place pour accompagner que les clients, par exemple, peuvent laisser leur véhicule sur le parking et organiser des navettes ou avec le tram, ou aussi sur le dernier congrès à Valenciennes, des locations de vélo ou la possibilité d'emprunter à vélo pour rentrer à son hôtel. Ouais. Il y a des statistiques comme ça tenues par France Congrès et Unimev qui nous disent que dans les événements comme ça de tourisme d'affaires, 80% de l'empreinte environnementale Oui, c'est ça. est générée par ça. effectivement le En fait, déplacement des participants. les participants, de plus en plus, c'est vrai que quand on est congressiste et qu'on vient à un congrès à Valenciennes et qu'on arrive de Toulouse, on s'est déjà tapé une journée de transport. Donc les participants, de plus en plus, marchent en fait. Ils viennent à pied. Donc c'est aussi dans la nouvelle culture. Et une fois qu'on est sur site, Rémi, l'un des enjeux majeurs, c'est effectivement d'aller à la chasse aux déchets et à la gestion de ces déchets. On reprend le fil de ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est l'enjeu primordial et la responsabilité d'un site et d'un organisateur, j'imagine. Alors oui, c'est un des enjeux principaux. Alors je reviens juste sur la partie carbone. En fait, dans la partie carbone, on y intègre à peu près tous les postes d'émissions de CO2 d'une entreprise, dont les déchets font partie, dont la consommation d'énergie fait partie. Faut savoir que nous, chez GL Events, on a fait ce bilan carbone à l'échelle du groupe, et en fonction de GL Events Live, prestataire de services, GL Events Exhibitions, organisateur d'événements, et GL Events Venues, site d'accueil, on n'a pas les mêmes postes d'émissions de CO2 qui arrivent en tête. C'est-à-dire que le premier poste d'émission de CO2 de GL Events Live, qui est le premier poste d'émission de CO2 du groupe, ce sont ses achats, en fait, de matières premières.
et de produits et de matériaux. Le bois, la moquette. Le bois, la moquette, et en effet qu'on peut retrouver aussi derrière après dans nos déchets. Chez G11 The News, le premier poste émetteur, ce sont des gros bâtiments, c'est la consommation d'énergie. Et par contre, chez G11 Exhibitions, organisateur d'événements, en effet, là, ce sont les déplacements de nos visiteurs qui arrivent en tête. Pour revenir sur l'économie circulaire, en effet, le groupe a un enjeu de développer son économie circulaire. Il faut savoir que c'est déjà l'ADN un petit peu et le cœur de métier de G11, c'est-à-dire que nous, notre métier, il s'est construit sur de la location d'actifs. À la base, on loue en fait des tribunes, des structures, des gradins. C'est vraiment un modèle d'économie circulaire qui est ancré depuis le départ dans le groupe, où voilà, on monte, on démonte, on restocke, on répare, on monte, on démonte, on restocke. C'est construire en fait sur cette base-là tout le modèle d'économie circulaire du groupe. Donc chez G11 Live, on travaille avec notamment nos standistes pour limiter tout ce qui est sur mesure, en fait, qui malheureusement part directement à la benne. Donc on a des bureaux d'études qui travaillent sur du stand modular qui nous permet, en fait, comme pour nos tribunes, nos structures, de les monter, de les démonter, de les restocker. Donc on est vraiment sur un enjeu de réemploi de produits et non pas de déchets. Parce que dans l'économie circulaire, on a vraiment cette double approche. L'approche produit, où on réemploie des produits, comme là le stand modular, mais comme ça peut être le cas de nos moquettes en dalle, on a des produits en fait où au lieu de dérouler des rouleaux de moquettes que l'on va derrière jeter ou recycler au meilleur des cas, proposer des solutions de réemploi de dalles de moquettes. Donc là c'est vraiment notre objectif, c'est de travailler là-dessus. Donc c'est des carrés de 20 sur 20 ou 30 sur 30 qu'on peut nettoyer, c'est ça? Tout à fait, que l'on pose, que l'on dépose. Tu veux en parler Céline? Que l'on pose, que l'on dépose en fait. Alors c'est un autre modèle, en effet, on passe d'un modèle linéaire où on pose une moquette, on la dépose et on la jette. Au meilleur des cas, encore une fois, on la recycle. Alors, on a des solutions de recyclage avec des prestataires spécialisés. On a une moquette 100% polypropylène qui est recyclable. Donc, on la fait recycler par une filière voilà, qui fonctionne. Mais notre objectif encore, c'est de travailler sur moins de moquettes, réduire les on moquettes le voit allées. sur beaucoup de salons, maintenant c'est un peu diminué. On moquette moins les allées. C'est même devenu presque une nouvelle norme. Et la moquette qu'il y a, on essaie de la recycler. Parce que ça, dans l'imaginaire collectif, c'est la moquette. J'imagine que dans ton cercle d'amis, quand tu parles par exemple de ton métier, c'est peut-être... Ah, c'est le symbole, ouais. C'est un peu dans la démarche RSE d'une société événementielle, on pense souvent aux déchets en fait, que génère l'activité événementielle. Et quand on pense aux déchets événementiels, on pense en premier lieu à la moquette. Donc c'est vraiment un symbole de se dire... de travailler sur ce déchet totalement évitable. Alors voilà, il a d'autres vertus qu'esthétiques. Hein. Ça permet de faire de la signalétique aussi, en effet, d'orienter les flux, etc. Mais globalement, on peut trouver d'autres solutions plus vertueuses. Donc voilà. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect environnemental, il y a un aspect économique en fait, qui est aussi fort derrière, parce que les coûts d'approvisionnement matière, comme je l'ai dit, sont de plus en plus élevés, que ce soit sur la moquette, que ce soit sur le bois, que ce soit sur le métal. Donc d'un côté, en fait, on a des coûts d'approvisionnement matière de plus en plus élevés et des coûts de traitement en aval qui sont de plus en plus forts, parce que des filières saturées ou parce qu'il n'y a pas de solution, ce qui fait qu'en fait, ça nous pousse aussi, d'un point de vue économique, à réduire ces quantités de déchets. Donc j'ai bien aimé aussi tout à l'heure quand tu évoquais que la RSE est en effet un modèle de management, mais c'est aussi la transformation de notre activité qui est en jeu dans ce cadre-là. Donc voilà, donc on a un enjeu d'économie circulaire. Développer notre économie circulaire, ça passe par de la réduction de déchets, de travailler sur de l'éco-conception de produits, de faire des analyses de cycle de vie de produits, et ça passe en phase aval sur un tri et une valorisation dans les bonnes filières de recyclage, malgré tout. Parce que forcément, notre activité, comme n'importe quelle activité humaine, ça générera des déchets, des pollutions. Petit clin d'œil aux alchimistes qui étaient là tout à l'heure et qui, effectivement, eux, l'économie circulaire, faire des déchets des uns une matière première pour les autres, qui est quand même le principe de base de l'économie circulaire, le font bien et de plus en plus. C'est le meilleur modèle d'économie circulaire, je pense. En effet, le retour à la terre en compost, c'est ce qu'on fait de mieux. Pour accélérer un petit peu, parce qu'on a plein de choses à se dire en une heure, cette démarche RSE, elle a aussi des leviers forts sur l'emploi
et sur les aspects sociaux. Tu peux nous en dire quelques mots, Rémi ? Alors oui, en effet, on a un troisième enjeu, puisque la RSE, c'est pas seulement en fait les enjeux environnementaux de l'entreprise, c'est aussi agir sur l'aspect social et sociétal. On a deux grands objectifs au sein du groupe, c'est de développer l'emploi et les partenariats locaux. Donc de développer des partenariats avec des écoles, mais aussi des associations locales. Il y a des attentes de la part, encore une fois, de nos collectivités délégantes aussi, à ce qu'on puisse travailler avec le tissu associatif local, notamment sur des sujets et des opérations solidaires ou caritatives. Ça fonctionne bien. C'est très apprécié par les collaborateurs aussi du groupe. Ça engage. Ça stimule, donc on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et de favoriser l'inclusion et la diversité, c'est comment on arrive à insérer ou réinsérer en fait, des personnes éloignées de l'emploi. Alors ça passe soit par du recrutement direct avec nos services RH, où on recrute des personnes en insertion, en réinsertion. Et ça passe aussi par des achats de prestations avec des entreprises ou des associations qui sont issues de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on travaille avec toute cette population-là. Et effectivement, pour avoir fait témoigner un certain nombre d'entreprises, d'organisations, c'est souvent un sujet qui fédère. Alors bien sûr, on a quelquefois la chance d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça ou un référent, une référente, mais c'est aussi un sujet sur lequel chacun est amené à avoir sa réflexion, sa contribution. Et effectivement, souvent, ça suscite davantage un esprit d'équipe ou même d'adhésion à l'entreprise et une forme de réengagement, en tout cas, pour amener l'entreprise vers des pratiques plus vertueuses. On passe à Camille qui nous avait évoqué aussi, qui va nous évoquer pas mal d'enjeux autour de la pratique, des pratiques RSE à la Cité des Congrès de Valenciennes. Camille, une première question. Par quel bout vous avez pris parce que c'est souvent ce qu'on se demande quand on entreprend de transformer les pratiques, de partir vers la RSE, etc. Par quel bout vous avez commencé par le prendre et est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça se traduit, cette démarche RSE à la Cité des Congrès de Valenciennes ? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que comme l'a dit Delphine, en fait, on a déjà un bâtiment très récent. Donc on démarrait sur de bonnes bases. On a pas mal de choses qui ont déjà été mises en place par la collectivité quand ils ont mis en place le bâtiment. Que ce soit au niveau de la géothermie, par exemple, qui est notre principale source de chauffage, en reprenant l'eau des nappes phréatiques pour chauffer le bâtiment. Ça peut être aussi l'éclairage qui est 100% LED au niveau des espaces communs. Où là, forcément, d'un point de vue énergétique, on est beaucoup moins important que sur de l'ancien éclairage. On a aussi de l'électricité 100% verte, où on souscrit un contrat spécifique par rapport à ça pour pouvoir améliorer cette démarche. Tout à l'heure, on parlait de logiciels aussi pour contrôler la température dans les espaces, pour contrôler l'éclairage. Voilà, toutes ces choses-là, on a pas mal de choses qui ont été mises en place pour contrôler à distance, en fait, et pouvoir adapter en fonction des besoins. Et favoriser donc une forme de sobriété énergétique, comme on le lit beaucoup aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Et puis, dernier point aussi qui est lié au bâtiment, c'est qu'on a aussi des toilettes qui sont à l'eau de pluie. Donc, où en fait, on a une cuve qui récupère toute l'eau de pluie et ça nous fait économiser à peu près 120 mètres cubes d'eau par an. Donc, c'est l'équivalent à peu près d'une consommation d'un couple avec un enfant sur une année. Pour donner un peu le... Pour l'ensemble du bâtiment ? Oui, c'est ça. Sacrée performance pour le coup. Oui, et puis c'est vraiment Alors, la majorité de nos toilettes sont à l'eau de pluie et on essaye de favoriser du coup l'utilisation de cela pour essayer de limiter au maximum notre consommation en eau. On parlait des alchimistes tout à l'heure, mais et Rémi en faisait un point central aussi. La gestion des déchets pour un site comme un aussi grand site comme la Cité des Congrès de Valenciennes. Ça passe par quoi concrètement ? Alors la première chose, je rebondis surtout par rapport à ce qu'a dit Rémi. Donc c'est vrai que aussi pour reprendre
de comment on fait pour la démarche RSE. On est bien accompagné aussi du groupe, avec tout un groupe de référents qui est mené par Rémi, où en fait on se partage les bonnes astuces ou voilà, des choses à mettre en place sur les sites. Et effectivement, sur la partie des déchets, en fait, la première chose à faire, c'est le tri. Le tri, que ce soit de tout ce qui va être carton, tout ce qui va être métaux, canettes, plastique. Là, la prochaine chose qu'on souhaite mettre en place, c'est le tri des mégots aussi, parce que c'est vrai que forcément, sur les événements, on a des fumeurs et donc pas mal de mégots de cigarettes. Donc, il y a pas mal de filières qui permettent de recycler ces mégots et d'en faire de belles choses. Donc voilà, ça c'est la prochaine action à mettre en place. Et on parlait aussi tout à l'heure de moquettes. Alors comme Rémi nous avait dit, le meilleur déchet c'est de ne pas faire de déchets. Donc nous on essaye de supprimer au maximum la moquette. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on conseille à nos organisateurs d'événements. On a la chance d'avoir un sol qui est beau, qui est propre. Donc on essaye de leur conseiller de limiter au maximum l'utilisation de moquettes. Et puis après, effectivement, on a les biodéchets. Donc, depuis avril, on a mis en place un partenariat avec les alchimistes pour en fait revaloriser nos biodéchets. Donc, que ce soit nos biodéchets en interne au niveau de l'équipe, voilà, avec ce qu'on peut manger le midi, etc. Mais aussi surtout lors des événements où en fait, on a avec les traiteurs, on a travaillé avec eux pour mettre en place cette solution. Et en fait récupérer tous les biodéchets pour ensuite que les alchimistes puissent le traiter, le revaloriser et le redistribuer du coup à des agriculteurs. Et une autre critique qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif par rapport aux activités événementielles, c'est bien sûr les déchets, et c'est quelquefois aussi les gaspillages. Oui. Et alors là-dessus, comment vous... Alors, on essaye de redistribuer au maximum toutes les denrées alimentaires qui n'auraient pas été sorties de la chaîne du froid. En fait, la première chose à faire quand on organise un événement, et c'est ce qu'on partage avec les organisateurs, c'est de déjà essayer d'estimer au plus juste le nombre de participants pour pouvoir produire en fait uniquement ce qu'il y a besoin. Et malheureusement, s'il y a des restes lors des événements, on fait de la redistribution alimentaire auprès d'associations comme Midi Partage, par exemple. Là, on a eu un congrès au mois de mai 2023 où, au niveau des quantités, on était un peu trop élevé malgré le fait d'avoir ajusté au mieux. Et on a pu redistribuer environ 100 lunchbox et 5 grands sacs de petits pains croissants, pour du coup une association en local pour les personnes qui en ont besoin. La transition est toute faite. On oublie souvent, mais effectivement, le développement durable, la RSE, c'est aussi de l'économique et du social. Et là-dessus, vous développez, j'allais dire, des pans d'action très variés. Oui, c'est ça. Pour rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit Rémi tout à l'heure, on travaille beaucoup en local, que ce soit avec nos prestataires, pour limiter le transport, pour limiter tous ces coûts, parce qu'on parle certes de social, mais c'est aussi d'un point de vue économique, parce que certes, ça joue pour l'environnement, mais ça joue aussi d'un point de vue économique en limitant les coûts. On travaille aussi avec des prestataires qui sont engagés pour la RSE. Je pense notamment aux traiteurs. On a 2 traiteurs référencés qui favorisent les circuits courts. Et on a aussi un traiteur qui, lui, est labellisé ISO 20121, donc qui est la labellisation d'un point de vue événementiel. Après, on travaille aussi avec la cantine de Joséphine, par exemple, que vous avez vu et qui vous a servi le petit déjeuner ce matin, qui sont des prestataires qui travaillent au niveau de l'inclusion, donc avec des personnes en situation de handicap ou qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. C'est le cas aussi de notre prestataire de nettoyage, par exemple, où on a à peu près 50% de l'équipe qui est dédiée à la Cité des Congrès, qui est issue de la CAPEP. Donc nous, on a accompagné en fait notre prestataire nettoyage dans ce principe-là de recruter de manière inclusive. Et dernier point aussi pour cette partie un peu plus sociale, c'est qu'on travaille avec des associations. Pour donner un exemple, là, on a renouvelé tout notre parc informatique récemment et en fait, tous nos ordinateurs, tout ça, on est en train de rechercher une association pour pouvoir faire un don en fait, du matériel qu'on n'utilise plus, mais qui est encore tout à fait correct et qui pourrait aider des personnes qui en ont besoin. Et puis ce qu'on dit aussi à travers le travail en local, c'est que quand on organise ou qu'on accueille un événement à Valenciennes,
par définition, c'est à Valenciennes, et donc ce sont des emplois, comme on les appelle aujourd'hui, des emplois non délocalisables. Voilà. Et ça, c'est important aussi effectivement de faire vivre les territoires. Et quand je regarde les dernières slides qu'on avait de Rémi sur les différentes actions à valoriser, finalement, on se rend bien compte que ce que Camille nous a expliqué là, elle coche la plupart des cases de la politique RSE du groupe GL, hein, avec la réduction carbone, l'économie circulaire, mais aussi l'action sur les territoires et en faveur de la diversité. Oui, tout à fait. Oui, voilà, on essaye de cocher, en effet, comme tu dis, toutes les cases. Tu as évoqué la norme ISO 20121. Je ne sais pas si je peux en parler. En effet, c'est un référentiel sur lequel on s'appuie. Qui s'impose comme, en tout cas, la référence des référentiels. Oui, tout à fait. Dans le secteur événementiel, alors c'est une norme RSE appliquée au secteur événementiel. Ce que je dis souvent quand je la présente, il faut bien distinguer la démarche RSE, la norme ISO 20121 sur laquelle s'appuie la démarche RSE, parce que la norme ISO 20121, c'est entre guillemets un guide d'exigence qui permet de mettre en place une démarche RSE, et la certification ISO 20121, qui est entre guillemets le label qui permet de valoriser tout ça en interne comme en externe. Et j'insiste sur le fait que c'est un outil hyper intéressant. Je parle de la norme pour mettre en place à l'échelle d'un événement ou d'un prestataire événementiel ou d'un site comme celui de Valenciennes. C'est vraiment des guidelines que l'on peut suivre assez facilement. Et tout ça pour dire que la RSE, c'est vraiment un modèle de management. C'est-à-dire que derrière un modèle de management, il y a un manager aussi, il y a un leader qui va engager en fait l'ensemble de ses collaborateurs ou de ses parties prenantes dans une stratégie, par exemple, que j'ai exposée pour GL. Donc il y a une vraie volonté derrière de s'engager et de manager tout ça. Qui dit management, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais encore une fois, pour manager, il faut mesurer la performance. Et c'est-à-dire que sur chaque enjeu et chaque objectif, il faut être en capacité, malgré tout, d'avoir de la donnée à mesurer pour savoir si on arrive à progresser dans une démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est hyper important. Alors, c'est toujours compliqué des fois d'arriver à avoir les bonnes données, notamment parce que les données ne nous appartiennent pas tout le temps, elles appartiennent à nos prestataires. Ou elles n'existent pas, elles ne sont pas forcément encore ancrées dans des process de management et des mesures quotidiennes, hein, c'est ça? Ah, exactement, ouais. C'est des nouveaux indicateurs, en effet, qu'il faut arriver à construire nous-mêmes. En fait, finalement, nous, nos propres indicateurs, on les a, nos propres ratios, on les a déterminés nous-mêmes en fonction, en fait, des données brutes que l'on avait en notre possession. Sur l'énergie, on suit des indicateurs où on a un ratio de kilowattheure sur chiffre d'affaires, mais on a d'autres indicateurs où on y intègre les mètres carrés loués sur nos sites. On y intègre aussi le paramètre climatique, parce que forcément, ça a un impact sur la performance énergétique du bâtiment, que si on se trouve à Valenciennes ou à Nice. C'est pas forcément le même climat, mais c'est donc un paramètre à intégrer. Donc c'est ce qui est important, voilà, c'est un modèle, une démarche de management qui doit être pilotée clairement. Donc ça repose sur des hommes et des femmes, un leader, une leader. Je sais pas si, et qui est partagé par une équipe. Et qui est partagé par une équipe. Camille, alors je ne l'ai pas dit, mais en effet, je m'appuie sur des référents. Moi, alors, je suis au niveau national, mais je m'appuie sur des référents locaux qui, eux, opérationnellement concrétisent en fait finalement la politique RSE de l'entreprise. Bah oui, parce que c'est aussi ce qui va nous intéresser là, le côté un peu plus opérationnel, bonne pratique, cas concret dans les typologies d'événements. Mais on a bien compris, ce côté certification, c'est une certification d'un acteur, pas d'un événement, même s'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils de calcul qui commencent aussi à apparaître pour aussi mesurer l'empreinte carbone d'un événement et les bonnes pratiques qu'il peut y avoir derrière. On a vu, c'est pas mal d'enjeux sur les différents aspects du développement durable. Ce que je propose, Delphine, c'est qu'on s'intéresse aussi finalement, on se mette moins à la place du professionnel de l'événementiel, mais davantage à celle du client, à celle de l'organisateur, à celui qui commande, à celui qui un événement, celui qui a besoin de rassembler son public, etc.
quel que soit le type d'événement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire et à mettre en place. Bien sûr, on s'appuie sur des prestataires, un lieu qui essaye d'avoir des bonnes démarches. Mais si on devait résumer au moins quelques grands axes comme ça, en fonction des différentes sortes d'événements, comment on pourrait démarrer cette approche RSE? Déjà, notre métier, c'est un métier d'écoute. D'écoute et d'accompagnement client, parce qu'il faut toujours repositionner le client en phase avec nos démarches. Alors, il y a des clients, c'est clairement dit dans le cahier des charges. Donc là, on n'a pas besoin de montrer ce qu'on sait faire parce qu'il est déjà engagé, il a déjà cette démarche RSE dans son cahier des charges. Par contre, il y a des clients qui n'ont pas encore cette réflexion RSE et c'est là où notre métier d'accompagnement rentre en jeu sur comment l'aider et mettre en avant son événement, montrer à ses collaborateurs ou à ses clients, parce que soit il reçoit ses collaborateurs, soit il reçoit ses clients, l'engager dans cette démarche et du coup faire un peu rayonner son événement. Donc sur nos événements congrès corporate, parce que moi je vais parler plutôt de ce qu'on se reçoit le plus à la Cité et Céline plus sur les grands événements style salon qu'elle gère aussi. Donc nous en fait on met beaucoup en avant aussi notre démarche d'accompagnement et avec nos prestataires, c'est-à-dire que le client cherche d'abord un lieu et ensuite on va pouvoir l'accompagner sur toute la chaîne de prestations et on essaie donc sur les prestataires qu'on lui propose dans l'événement, donc on essaie de travailler en local, on met en avant aussi la politique RSE parce que dans nos appels d'offres et dans les prestataires qu'on choisit à la Cité de Congrès, on les engage aussi dans cette démarche RSE. Bon, il y en a comme des traiteurs qui sont déjà bien engagés, mais après, sur tout ce qui est partie audiovisuelle, les hôtesses, voilà, c'est toute une chaîne de prestations pour l'organisation de l'événement. Ensuite, sur l'accompagnement, comme disait Camille tout à l'heure, sur la partie restauration, où là, ça génère beaucoup de déchets. On essaie vraiment, parce qu'il y a des clients qui veulent tout de suite un cocktail 24 pièces, on ne fait plus de cocktail 24 pièces, c'est fini. On va plutôt lui dire, on va partir sur un 12 pièces et peut-être faire un peu de show cooking qui va générer un peu moins de déchets. Et on va vraiment orienter le client à avoir le bon nombre de personnes, bien identifier le menu qu'il souhaite et éviter de créer du déchet et pourquoi pas après redistribuer si vraiment orienter le client. Bon, déjà à avoir la bonne démarche sur la partie traiteur et être dans le prix juste aussi. Donc voilà, donc tous ces éléments sont importants sur la partie événementielle. Et ensuite, sur les organisateurs d'événements, on essaie d'être pareil, sur nos clients qui sont quand même du territoire. Comme tu disais ta petite intervention tout à l'heure, c'est de rester sur le territoire. Éviter de partir faire sur les congrès nationaux, les conventions nationales, on sait qu'elles tournent, mais que les clients comprennent que l'empreinte carbone de leur événement passe surtout sur le déplacement et rester sur du local. Ça paraît évident, mais il y a quelques années, on avait encore des traiteurs parisiens tout ton exemple, ou belges, même, et c'est vrai qui pouvaient venir de 300 km pour venir faire une prestation d'une soirée. Oui. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on disait, c'est d'abord un management, la RSE. Nous, on va travailler avec des équipes, donc on va travailler avec une assistante de direction ou un service de communication pour l'événement. Et en fait, la direction va complètement changer parce qu'elle impose, maintenant je veux du champagne, je veux 40 pièces à mon cocktail, alors que c'est pas du tout dans la démarche en fait. Donc c'est comment aussi travailler avec toute l'équipe. Accompagner un changement culturel. C'est ça. Mais c'est vrai que sur certains dirigeants, je suis d'accord qu'ils n'ont pas encore vraiment intégré cette démarche. Alors les événements corporate, il y a encore un travail à faire avec toutes les parties prenantes d'une entreprise, même si on l'a vu, mon exemple du CODIR tout à l'heure, je pense que ça commence à se diffuser et que toutes les consciences sont développées. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir l'apport de Céline Simon sur GL Event Live, où là, on est plutôt... Comment on peut l'expliquer, ton métier, Céline? En fait, on intervient sur tout type d'événements, absolument tous les types, les petits comme les grands événements. Actuellement, par exemple, on est sur la Coupe du monde de rugby, on en est très fiers.
On vous prépare une belle Coupe du Monde. Mais on travaille aussi sur du salon. Alors sur le secteur, c'est Amenago, Imotissimo, les geeks. Sur des petits salons aussi, hein, ça peut être du 10 stands. Et puis sur de l'événement corporate. Donc on travaille vraiment sur tout type d'événement. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je reviens par exemple sur le mythe des moquettes. Alors, c'est pas un mythe parce qu'il y a quelques années, l'événementiel en Europe générait 1,6 million de tonnes de déchets de moquettes. J'ai recherché les chiffres pour vous en parler aujourd'hui. D'aujourd'hui, je ne les ai pas trouvés. J'ai regardé un petit peu, moi, dans mes dossiers, ce que je pouvais faire il y a 5 ans et ce que je faisais maintenant. Les ratios ont été diminués par 10, en tout cas dans mon agence, diminués par 10, ce qui est absolument gigantesque. Donc ce n'est pas juste une légende. Je me disais en vous écoutant, qu'est-ce que les mentalités ont évolué, et tant mieux. Est-ce qu'on imagine encore maintenant, ça semble complètement dans notre temps, que quand on allait dans les salons il y a 5 ans, c'était encore des gobelets en plastique partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était usuel d'avoir des gobelets en plastique partout. Il y a encore quelques années, j'ai des exemples de clients à qui je proposais des stands réutilisables et qui me demandaient des rabais gigantesques parce que pour eux, je leur faisais... enfin voilà, on passait un petit peu pour des radins en leur proposant des choses réutilisables. Maintenant, ça fait partie complètement du courant. Dans nos bonnes pratiques au quotidien, moi, je dirais que c'est justement l'évolution de ces mentalités qui permet de pouvoir discuter avec le client et de pouvoir échanger là-dessus. Je vous donne un exemple très concret. La semaine prochaine, on monte le salon Solidart, qui est un salon des arts contemporains à la mairie de Lille. Je me suis aperçue en commençant à préparer les commandes qu'il fallait qu'on fasse venir nos barres LED de Lyon et qu'elles repartaient juste après à Lyon. J'ai appelé le client en lui expliquant la chose et il a été très compréhensif. Il aura de la barre LED parce qu'on a de la barre LED à Lille en agence qui est disponible. On aurait pu le faire et il y a quelques années, je n'aurais même pas osé proposer aux clients de ne pas faire venir les barres LED de Lyon. On aurait eu peur de passer encore une fois pour des radins en voulant économiser un transport. Mais c'est pas ça. Moi, donc c'est un critère de décision presque plus fort que le prix, que le budget, c'est ça que tu es en train de dire ? Oui, on peut maintenant proposer des choses de ce type. J'ai un autre dossier en cours, là, par exemple, où le client, en échangeant avec lui, il ne veut que du RSE, c'est-à-dire qu'il veut qu'on prenne des choses qu'on a en agence pour lui faire quelque chose de sur-mesure et qui peut paraître complètement fabriqué. Un exemple, il a de la signalétique qui est existante chez lui. Il voudrait qu'on la reprenne et qu'on la mette éventuellement sur des cintres, sur des portants dans ses stands. Il y a quelques années, c'était inenvisageable de faire une chose pareille. Maintenant, ça donne une jolie image. Je me souviens aussi d'un client, un client institutionnel il y a 5 ans, qui m'avait demandé un salon avec du mobilier complètement en carton. J'avais trouvé ça complètement aberrant. J'avais tenté de lui expliquer par des arguments RSE que c'était pas du tout écologique, mais il voulait avoir une image écologique. Finalement, j'ai trouvé un argument financier pour le faire changer d'avis, mais là maintenant, toutes ces choses-là sont complètement passées. On est passé à la vraie écologie. Maintenant, il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. J'en profite puisque j'ai la parole. Le RSE, c'est pas juste la partie écologique, c'est pas juste la partie développement durable, c'est aussi la partie sociale et sociétale de l'entreprise. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est un collectif qui s'appelle la communauté de la rampe, qui est un collectif qui a été lancé par 2 Lillois il y a quelques mois et qui vise à mettre en lumière les actions positives des entreprises pour l'accessibilité notamment PMR et à tout ce qui est inclusion. Voilà. Donc si vous voulez aller maintenant sur Instagram avec votre téléphone et aller liker la communauté de la rampe, ça leur ferait du bien. Donc on est en train de les accompagner donc, dans leur collectif qui va se transformer en association dans les prochaines semaines parce que c'est en train de prendre de l'essor. Et si des collectifs
comme ça peuvent profiter, entre guillemets, de l'essor du RSE pour faire bouger les choses, moi je trouve ça très bien. Voilà. Au service de l'inclusion, Au service de partout, l'inclusion. dans tous les lieux, dans toutes Exactement. les activités de la vie. C'est pas uniquement dans les événements et dans la vie professionnelle, hein, c'est dans la vie en général. Alors, moi, je vous parle un petit peu de moi, mais j'ai été très surprise quand je les ai rencontrés il y a 3 semaines. Parce que dans l'événementiel, l'accès PMR, notamment, est quelque chose d'absolument acté. On travaille pour des institutions. À partir du moment où on met, par exemple, un sol sur un stand, à partir du moment où il y a une élévation, il y a une rampe. Pour nous, c'est absolument automatique. On ne se pose pas de questions. Je me suis aperçue que ce n'était pas le cas partout. Une des 2 personnes du collectif, en fait, est en fauteuil et il m'a montré sa rue. C'est pas une rue de campagne, hein. C'est une rue de l'île-Centre, à côté du Sébastopol, pour ceux qui connaissent. Il n'y a que 2 endroits dans la rue où il peut entrer, en fait, hein, dans sa propre rue. Je n'avais pas conscience, et j'ai naïvement compris ça il y a quelques semaines, qu'il y avait aussi peu d'accès handicapés partout. Donc voilà, je trouve que leur collectif a du mérite et que c'est bien de pouvoir profiter des entreprises et du RSE pour mettre ça en valeur. Oui, on pense quelquefois que les places handicapées résolvent tous les problèmes, mais en fait, c'est souvent complexe en milieu urbain, c'est évident. Est-ce qu'on partage un petit peu avec le public? Est-ce que on s'interroge s'il y a des questions? Est-ce que je voyais Rémi qui voulait aussi réagir au propos de Céline, mais plutôt à la fin? Oui. Alors, moi, en effet, tout ce qu'on a entendu, ça rentre dans le cadre de la RSE. Encore une fois, la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise ou la RSO, des organisations. La responsabilité, c'est quand même une notion assez subjective, c'est-à-dire que en fait, la responsabilité sociale ou sociétale de GL Events, c'est peut-être pas la même que celle d'un autre organisateur ou d'un autre prestataire événementiel. Je pensais aussi à ce que disait Delphine, en effet, une démarche de responsabilité, en fait, elle doit être concertée, en fait. Je le disais tout à l'heure aussi, une des données d'entrée d'une démarche RSE d'un événement, c'est de pouvoir répondre en fait aux attentes et aux besoins en fait de ces parties prenantes et notamment de ses clients. Et les attentes et besoins des clients, elles sont peut-être plus d'un point de vue environnemental ou plus d'un point de vue social. Donc pour avoir une démarche responsable de son événement, il faut qu'elle soit échangée. On parle de dialogue avec les parties prenantes. Donc voilà, il y a toute une démarche de concertation au préalable en fait, pour ensuite déterminer en effet quels sont les enjeux de notre événement d'un point de vue social et environnemental. Et je finis juste sur la partie performance, parce que pour moi c'est la clé. Si on veut savoir si notre événement est réussi d'un point de vue environnemental, il faut qu'on soit en capacité de le mesurer, de le comparer. Pour moi, ça me semble être un fondamental. On le retient, on sent le scientifique en vous, mais c'est fait. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas, c'est ça? On est d'accord. Ce que je propose, c'est que je me balade un petit peu dans les allées et que on puisse éventuellement répondre aux questions. Vous organisez des événements, que ce soit dans votre entreprise ou ici, et peut-être que vous avez des questions à adresser à nos invités. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de s'adresser à eux? Oui. Bonjour, je suis de la direction de la communication du centre hospitalier de Valenciennes. J'avais une question par rapport aux objets promotionnels ou ce qu'on peut appeler notamment les goodies. J'imagine que pour vos événements, vous utilisez beaucoup de goodies, d'objets promotionnels. Est-ce que vous arrivez aussi par ce biais à respecter également cette démarche RSE et comment justement ça peut se mettre en place à ce niveau-là? Alors oui, nous, on a des solutions, nous, en local. Mais après, comme on disait, c'est toujours la volonté du client. Donc les entreprises qui sont déjà très investies dans une démarche RSE, on n'a pas besoin de leur passer le message. Elles ont déjà leurs goodies, c'est déjà fait. Par contre, sur du congrès, par exemple, associatif, où là, on est plutôt sur restriction de budget, parce que bon, voilà, ils doivent arriver à zéro et pas perdre de l'argent sur leur événement.
C'est à nous de les accompagner. On a des solutions avec des ESAT, par exemple, des choses comme ça, où on leur propose des choses et que l'objet, par exemple, dans les congrès, il y a beaucoup de tote bags parce qu'on donne des programmes, il y a des choses comme ça. Donc, on essaie de travailler avec des ESAT. On en a plein sur le territoire et qui proposent tous à leur niveau des solutions de goodies. Pour les tote bags, en plus, en général, c'est quelque chose qui est C'est réutilisable. réutilisable, mais Auparavant, on ouais. avait les sacs qui sacs. craquaient un petit peu et qu'on mettait à la poubelle, alors que finalement, les tote bags, ça se lave et ça se réutilise. On a effectivement des goodies RSE qui se portent sur des choix de produits qui, en tant que tels, eux, sont un peu plus responsables. Je sais pas, la dernière fois, j'ai vu dans un congrès, par exemple, le socle pour portable en bois. Voilà, donc on était sur quelque chose qui était moins plastique, etc. Donc il y a ces sujets-là. Et puis il y a un autre enjeu qui est de se dire, comme beaucoup sur les produits aujourd'hui, quand on dit d'où il vient, comment il est fait, etc. Et là, c'est ce que nous dit Delphine, c'est-à-dire que de plus en plus, plutôt que entre guillemets, faire venir des produits de l'Empire asiatique qu'on connaît tous, avec quelquefois du travail de personnes très jeunes, là, l'idée, c'est plutôt de se dire comment il est fait, et finalement, effectivement, dans certains ESAT qui peuvent délivrer ce genre de production. Après, il y a la solution aussi de proposer, et ça se fait maintenant, hein, le terreau que génèrent les déchets de la Cité des Congrès. Donc, on en a déjà parlé avec les alchimistes, d'avoir le petit sachet avec la graine à planter pour voilà, repartir avec sa graine de houblon du territoire et le terreau des déchets générés par les événements d'ici, en fait. On peut planter des graines. Et j'en profite, il y a un exemple concret là, qui me vient en tête et qui, je pense, peut vous intéresser. Il y a des vidéos que je peux vous indiquer à la fin. J'ai été, moi, très impressionné par les initiatives d'un autre acteur public que vous connaissez bien, j'imagine, qui est le département du Nord. Et les services d'innovation et communication, en la personne de Pierre-Loïc Malapré, peut-être que ça vous parle, qui travaille au département. Et en fait, ils ont d'ailleurs gagné un prix au Commandant il y a cette année. Quand ils ont regardé un petit peu, et on est aussi sur des enjeux événementiels, qu'il y avait beaucoup de kakémonos, de bâches au département du Nord, comme dans beaucoup d'autres collectivités, qui étaient produites assez vite obsolètes, parce que on sait bien comment ça marche, un changement de logo, une information, un site internet ou une photo qu'on peut plus utiliser, etc. Et donc en fait, c'était pas jeté directement parce que c'était compliqué, c'est quand même dommage de jeter, etc. Même si on pouvait plus l'utiliser. Et donc c'était stocké dans un grand hangar. Quand il était plein, on le vidait à moitié à la déchetterie. Et bon, c'était une gestion contestable, on va dire. Et en fait, ils ont mis tout un dispositif en œuvre et un projet que moi j'ai trouvé hyper intéressant et hyper innovant, d'autant plus venant d'une collectivité qui, derrière, a reçu des coups de fil d'entreprises comme Decathlon et Doublé en leur disant qu'ils étaient intéressés pour s'associer et faire des choses avec eux dorénavant. Mais ils ont utilisé leurs anciennes bâches, leurs kakémonos, etc., pour faire concevoir par des écoles de design, donc des jeunes en formation, faire fabriquer par des ESAT sur leur territoire, et ils ont fabriqué un certain nombre de goodies qu'ils ont appelés de goodies utiles. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, le Conseil général s'occupe des collèges. Eh bien, ils ont fabriqué des sacs pour que les jeunes puissent transporter leur lunch. Voilà, un cadeau concret, utile, etc. Ils ont fabriqué des mini-cendriers de plage qu'ils ont distribués sur le littoral pour éviter que les gens balancent leurs mégots, parce que aussi sur les plages, il y a des fumeurs comme dans les événements. Je dis ça, je fume. Donc, ils ont utilisé comme ça, à la fois dans la méthodologie, dans les acteurs qu'ils ont mobilisés, dans les parties prenantes de la formation des écoles, des personnes en insertion, en situation de handicap. Et ils ont cherché à trouver une utilité aux produits qu'ils délivraient
pas seulement le simple, entre guillemets, souvenir qu'on a avec le goodies d'un événement et où il y a un marquage soit de l'événement, soit de la société, mais avec une vraie idée de dire comment on va être utile à notre société. Et j'ai trouvé ça formidable parce que ça réinventait même quelque part la notion de cadeau d'événement, quoi. Ouais. D'autres remarques, questions que vous pouvez peut-être adresser à nos invités? Oui. Bonjour. J'étais assez curieux de savoir comment vous impliquez vos clients dans ces démarches. Est-ce que vous avez une sorte de convention avec vos clients pour les inciter à finalement à consommer moins ou à consommer mieux à travers vos contrats de location, à travers les prestations que vous proposez? Est-ce que c'est un échange intelligent avec vos clients ou est-ce que c'est toujours la question du coût et la question des sensibilités plus ou moins avancées des clients sur ces sujets-là? Alors, on n'a pas de charte. Après, forcément, on fait un contrat au client pour valider l'événement. Dans les réunions de préparation, on a des trames de travail pour pas oublier et poser les bonnes questions. Faut toujours aborder bien sûr la question de l'énergie sur l'événement, parce qu'avec les nouvelles normes environnementales, on doit chauffer les bâtiments publics à 19 degrés. Donc 19 degrés sur un salon, ça passe, mais 19 degrés quand vous êtes sur un repas à table. Donc là, il faut quand même toujours entrer dans cette discussion, avec cet échange avec le client pour lui faire prendre conscience que si on remet 1 degré sur un bâtiment comme la Cité des Congrès, l'engagement environnemental, il est là quand même, quoi. Donc il y a toutes ces questions dans la préparation de l'événement à aborder, à échanger avec le client, de le faire entrer dans la bonne démarche. Enfin, nous, quand on nous demande 23 degrés dans un auditorium sur toute une journée, c'est tous des échanges comme ça, et on a les outils de pilotage sur le bâtiment. Comme je disais tout à l'heure, la question de la mobilité, aborder nous, on a un nouveau bâtiment, donc on sait que l'accessibilité, le bâtiment n'est pas encore vraiment connu, on est toujours dans cette démarche de faire connaître la Cité des Congrès, donc on aborde toujours le point d'accessibilité, on aborde toujours le point des transports. On est accessible en transport en commun, on a le tram, on a des partenaires en local qui peuvent organiser des navettes. Donc tous ces sujets-là, on les aborde à chaque premier rendez-vous client pour après le transcrire sur le contrat. On aborde surtout aussi, c'est le sujet des déchets, puisqu'on est vraiment très attentif au tri sélectif. Donc sur certains types d'événements, ça passe. Là, on sort d'une grande soirée de 2500 personnes samedi, où ça travaille beaucoup au bar. Là, c'est beaucoup plus compliqué à faire à un organisateur de soirée, faire comprendre qu'au niveau de ces bars, il faut qu'il gère le tri sélectif. Mais voilà, après, il s'en rend compte après événement, quand on fait toujours un bilan aussi après événement. Bon, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Bon, nous, le but, c'est de fidéliser nos clients et qu'ils reviennent. Et donc, dans ce qu'on appelle le roadbook, quelque chose qu'on partage avec le client sur l'organisation du montage, du déroulement de l'événement et du démontage, tout est écrit, en fait, que ce soit au niveau de la partie énergie, de la partie poubelle, tout est écrit. On reprend sur le contrat et on le reprend dans notre roadbook. Comme ça, le roadbook est évolutif jusqu'à 15 jours de l'événement. Un 15 jours de l'événement, tout doit être plus ou moins décidé. Alors, ça dépend, c'est de plus en plus compliqué puisqu'on est souvent sur du last minute maintenant. Mais voilà, tout est écrit, on en échange beaucoup, on prend du temps sur les échanges avec le client sur l'organisation. D'acquérir des contrats, non, parce que peut-être fidéliser, peut-être pas acquérir des contrats, parce que le client est déjà, nous a déjà fait une demande. Donc pas acquérir des contrats, mais fidéliser, oui. Parce que le client rentre complètement dans la démarche après. Donc fidéliser, oui. Après, donc là, on est sur un sujet plutôt de communication. On est en train de retravailler notre site internet et notre démarche d'accompagnement et notre démarche RSE n'est pas assez visible, je pense, sur notre outil. Donc c'est des choses qu'on va améliorer là sur l'été. Donc pas de charte non, à signer, pour l'instant non. Mais avec nos prestataires, oui. Avec nos prestataires, tout ça c'est écrit. Donc là, il y a un engagement
il y a un engagement avec les prestataires où voilà, ce qu'ils nous disent, c'est pas du greenwashing là, il faut qu'ils le mettent en place en fait. Ceux qu'on doit plus accompagner, c'est quand même les traiteurs. Il y en a qui ont une vraie démarche RSE quand c'est des traiteurs qui ont cette dimension 20-121 de choses, mais des traiteurs un peu plus en local, faut qu'on soit avec eux et les accompagner dans cette démarche-là, de redistribuer aussi, parce qu'ils n'ont pas cette démarche, ce qui n'a pas été consommé. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt écrit avec les prestataires, pas écrit avec les clients. On essaie de le mettre sur le roadbook. Oui, on ressent bien que c'est un challenge pour chaque nouveau projet, finalement. C'est ça. On réécrit la page à chaque fois. Est-ce que vous avez encore peut-être une question? Ou alors je vais me tourner pour un petit mot de conclusion comme ça et demander à chacune des intervenants de ce matin quel message vous avez envie de délivrer à nos invités d'aujourd'hui, organisateurs d'événements, par rapport à cette démarche RSE. Rémi, j'imagine que votre envie, c'est de les inciter à y aller, au-delà du fait que la maison brûle, qu'on a besoin de légitimité, de légitimer les événements, etc. Il n'y a plus de questions, il faut y aller maintenant, c'est ça. Moi, je suis convaincu qu'on n'a plus le choix. D'un point de vue environnemental, c'est clair. Aujourd'hui, voilà, on connaît le diagnostic. On se retrouve sur une pression environnementale, planétaire. Tout à l'heure, je l'évoquais sur la baisse l'épuisement des énergies fossiles, l'approvisionnement en matière qui est de plus en plus compliqué, derrière des coûts de traitement de plus en plus forts au niveau des déchets. Il y a une pression qui fait qu'on doit revoir nos modèles en fait, d'événements. Très clairement, on ne peut plus faire un événement comme on le faisait avant, c'est-à-dire prendre, de monter, de démonter, de jeter. C'est clairement plus envisageable et vaut mieux anticiper dès maintenant en fait de nouveaux types d'événements sur un modèle beaucoup plus circulaire et beaucoup plus sobre. Céline, quel serait ton message, toi? Moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Vous demandiez à Delphine si ça lui avait permis d'obtenir de nouveaux contrats. Moi, j'espère bien que non, en fait. J'espère que tout ça va devenir la norme, est en train de devenir la norme. Nouveau modèle, nouvelle norme. Et heureusement. C'est plus un enjeu de communication et de différenciation marketing, mais un nouveau modèle organisationnel. Après, la communication, c'est autre chose. Effectivement, c'est important de communiquer aussi sur nos entreprises, ce qu'elles font, etc. Mais la norme, ça doit être ça. Ça va devenir ça. C'est en train de le devenir, oui. Changer de modèle, devenir une norme. Camille, quel message pour nos invités? Moi, je pense que je dirais que peu importe la taille de son événement, peu importe la taille de son entreprise, chacun peut mener une ou plusieurs actions à son échelle. En fait, c'est pas parce qu'on fait un séminaire de 10 personnes ou un congrès de 2000, voilà, on peut tous contribuer, chacun à sa manière, à rendre un événement plus responsable. Changeons de modèle, nouvelle norme, quel que soit l'événement. Delphine, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, on a fait bien le tour. Après, c'est vrai que nous, par rapport dans le groupe, ça dépend aussi des équipements, hein, je pense, Rémi. Nous, on a eu la chance d'avoir un équipement qui est quand même assez récent. Il y a des équipements sur le territoire qui sont beaucoup plus vieillissants. Donc, adapter un équipement à une norme RSE, on parle d'éclairage LED, de pilotage de l'énergie. Tous les équipements n'ont pas cette possibilité. Donc là, il y a un gros travail de mise en place de ces sujets. Mais c'est vrai que là, nous, vraiment, sur cette conférence, on avait à cœur, avec l'équipe et avec vous, les intervenants, de partager un peu cette expertise et cette expérience qu'on a. Et je trouve que ça s'est vraiment encore plus développé après Covid. Je pense que la prise en compte des clients, c'est un sujet qui est émanant depuis 10 ans, comme disait Rémi. Mais là, la sortie de Covid, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, nous, on avait à cœur de partager un peu cette expérience sur cette norme RSE et sur ce qu'on peut apporter sur les événements. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à revenir vers nous si on peut vous aider, si on peut vous répondre à d'autres interrogations que vous pouvez avoir sur le sujet. Et nous, avec l'équipe, on espère pouvoir remettre en place ce genre de conférences sur des thématiques comme ça qui interrogent nos clients, comment on peut les accompagner dans l'organisation de leur événement.
Eh ben c'est tout à votre honneur, Delphine, et celui de votre équipe. J'ai appris en plus que Valenciennes candidatait à un label de ville destination innovante et durable. C'est ça, hein, C'est vrai que la destination est très impliquée aussi hein, dans cette démarche RSE. Donc, parce que c'est ouais. une logique d'écosystème, c'est la Cité des Congrès, mais c'est Ouais. aussi les prestataires. Oui, c'est tout. Au niveau de l'Office du tourisme, du Bureau des congrès, on a une vraie volonté. La destination est attractive et dynamique, mais aussi montrer un peu ce côté vert de cette destination valencienne. Parce qu'on est très identifié en destination industrielle. Oui. Alors que bon, quand les gens viennent à Valenciennes, repartent souvent avec toute une autre image de notre destination. Avec les belles forêts. Avec la forêt, avec tout ce qui est mis en place pour le tourisme vert. Très bien. Eh bien, on se quitte comme ça et on remercie. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous et puis on se retrouve peut-être avec un petit café. Donc je pense donc le prestataire est parti. Donc après on peut vous servir un petit café, il n'y a pas de problème. Et c'est juste ceux qui sont intéressés, je vous propose une visite du site. Ça va prendre une petite demi-heure, ceux qui souhaitent rester un peu encore avec nous. Et puis encore merci à tous de votre participation. Merci à vous.